Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Bonjour. Enfin plutôt dans le jardin, là pour le coup. Dans le jardin de la cabane. Dans le jardin de la cabane. Donc aujourd'hui, alors on va voir si ça s'entend bien avec le vent. Hein, on a mis des petits micros, on va voir ce que ça donne. Parce que sinon on vous la fera jamais, la vidéo. Voilà. Donc on va vous parler de ce qu'on a mis en place à partir de quand on est arrivé. Voilà. Parce que pour rappel, c'est un terrain En pente. bien... Pente à combien à peu près? À 15%, donc qui descend au sud. Donc qui est forcément donc bien drainé. Il y a peu de sol, donc on a entre 15 et 20 cm. Après c'est de la roche. Par endroit un peu plus, hein, attention. Et quand on est arrivé, donc c'était un champ. Il y avait quelques pruneliers qui devaient faire 40 cm de haut. Quelques chênes verts qui commençaient à pousser. Et puis on avait quand même 2-3 arbres sur le terrain. Et donc on va essayer de vous montrer voilà, où on est arrivé au bout de 2 ans et demi en partant d'un champ. Et qu'est-ce qu'on a mis en place pour ça. On a démarré par un truc super important, c'est... Les mares. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on voulait gagner du temps au niveau de l'autonomie en fruits, on s'est dit il faut qu'on plante absolument les fruitiers dès le début, puisqu'il faut par rapport à un noyau ou un pépin, il faut à peu près 7 ans pour rentrer vraiment en production, quoi. Donc voilà, donc il fallait arroser les arbres. Voilà, parce qu'on a planté les fruitiers avant même de faire les fondations de la maison, avant même de tout ça, quoi. Hein. Oui. Donc les fruitiers, ça a été important. Donc pour planter les fruitiers, bien évidemment, il nous fallait de l'eau. Donc les mares. Second plan très important qu'on n'a pas fait en fait. En fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait sur le terrain? C'est plutôt la question. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On n'a pas tout tondu. On a surtout pas tout tondu la première année, parce qu'en fait, quand vous arrivez sur un champ, bien souvent, ce que vous voyez dans la nature, les champs, en fait, ça va être constitué essentiellement de graminées. Parce qu'en fait, c'est tondu soit par l'homme, soit par les animaux en broutant. Et en fait, ça empêche le développement de plein d'espèces végétales qui, par exemple, il y en a qui vont faire leurs graines en mars, il y en a qui vont faire leurs graines en avril, en mai, ainsi de suite. Et donc, par rapport au moment où vous venez tondre ou brouter, en fait, vous allez empêcher des espèces végétales de se développer. T'as vu, j'ai pas fait la vanne hein, sur le broutage quand même. Hein. Parce que toi et les herbes sauvages, ouais. Je me suis retenu quand même. Hein. Et donc voilà, première chose, ne pas tondre. Enfin, du moins laisser des du zones début sauvages. du printemps à la fin de l'été. Laissez les zones sauvages. Si vous avez besoin de paillage, c'est-à-dire un peu de tonte du coup, nous ce qu'on a fait, enfin ce qu'Eric a fait, c'est qu'il tondait en zèbre. Voilà, on va pouvoir vous en montrer aussi des zones zébrées comme ça. Voilà. Donc en principe, c'est qu'il ne sait pas comment je vais monter la vidéo, mais étant donné qu'il y a beaucoup de vent, on va rester ici en parlant. Et après, il dit on va vous montrer les zones, sauf que pendant qu'on parle pour la zébrure, il y a les vidéos qui apparaissent. Voilà. C'est la magie de la technologie, ça, Eric. C'est ça, c'est la technique. C'est ça. Et donc, alors, on avait à combattre le manque d'eau. Le vent. Trop de vent. Et donc, le vent, qu'est-ce qu'on a fait pour le vent? Et aussi beaucoup de soleil en été. Le vent, comme on vous a dit tout à l'heure, on avait plein de petites essences qui poussaient. Et comme du chêne vert, on a des petits ormes aussi qui ont poussé, qui ont un peu la maladie, tout ça, mais il y avait quoi? Des pruneliers, des ronces. En fait, au début, on avait essentiellement des zones où il y avait des pruneliers qui faisaient peut-être 50 cm maxi. Il y avait des petits ormes, donc, parce qu'on a un orme sur le terrain, donc on a un orme qui est ancien, et donc avec ses graines, il a fait plein de rejetons d'ormes. Et du coup, ça c'était déjà... par exemple à 80 cm de haut, donc ça on a laissé pousser pour faire déjà des zones d'ombre et puis faire de la biomasse aussi. Et pour empêcher le vent, parce qu'on est dans un pays de vent où il y a 300 jours de vent par an, et sur une butte, autant vous dire que c'est accéléré. Sachant que les fruitiers, c'est pas leur kiff le vent, et ils peuvent perdre les fruits, les feuilles, choper un peu des maladies aussi, après avec le trop de pluie ou casse, mais voilà, il faut laisser pousser, et en même temps, par exemple les mares et laisser pousser, ça amène une biodiversité. Là on est content, on a vu un jet il y a 2 jours. Ouais. Donc on n'en avait jamais vu encore. Non.
non, moi, On est plein de papillons. on a énormément d'insectes. En fait, justement, le fait de laisser se développer toutes les essences végétales, là, vous allez attirer plein d'insectes. En fait, le végétal, c'est aussi leur habitat. S'il ne vous reste plus que des graminées, ben, en fait, vous allez attirer que Une sorte de prédateur. Une sorte d'insecte. D'insectes et après de prédateurs de ces insectes. Pour le coup, nous, on a aussi c'est des tops. On a des taupes. On a des tops et au niveau du terrain qui ne garde pas l'eau et qui ne garde pas l'eau et qui n'est pas terrible, bah, les tops, elles améliorent le sol parce qu'elles creusent des galeries. Dans ces galeries, l'eau peut s'infiltrer quand il pleut et donc du coup, l'eau est stockée en profondeur dans le terrain. Ce qui fait que quand on est arrivé au niveau de l'eau, avant qu'on fasse tous les petits trucs qu'on va vous expliquer par la suite, on avait un genre de petit ravin d'eau qui coulait jusqu'à la route en bas, en partant du haut du terrain. Maintenant, avec les tops plus ce qu'on a mis en place, quand on n'avait pas d'eau qui coulait, ouais. On a quasiment plus de ruissellement. Même la dernière fois, on a eu 100 mm en 3 jours et on n'avait quasiment pas de ruissellement en bas du terrain. Donc, autant vous dire que c'était la joie, on était contents et on s'est dit que pour le coup, on avait pas mal fait les choses. C'était plutôt... C'était le côté émouvant de voir que la pluie reste sur le terrain et qu'elle la fout pas. C'est le végétal qui a fait pour nous surtout. Oui voilà, parce qu'en plantant aussi vous gardez l'eau. Alors ça va être pompé par le végétal, mais plus il y a de végétal, moins l'eau part. Donc ça évite aussi plein de désagréments aux habitations, tout ça. Donc très important le végétal. Oui, c'est pour ça que c'est très important d'insister sur le fait de ne pas tondre et de ne pas couper. Parce qu'en fait, le végétal, il est beaucoup plus comment dire, résistant qu'un arbre greffé, que des plantes potagères. Eux, ils sont habitués à des conditions extrêmes de vent, de pluie, de soleil. Et donc, eux, ils peuvent pousser dans des conditions vraiment très difficiles. Et donc, quand vous avez un terrain comme ça qui est difficile, il vaut mieux laisser le végétal sauvage pousser parce que lui, il va pousser très vite. Et vous allez le voir quand on va vous montrer voilà, quelle hauteur on peut obtenir en seulement 2 ans et demi. Quoi. Je te rappelle la technique. Ouais, sinon on va faire une vidéo qui dure 3 jours. L'importance également des mares, ça amène aussi une biodiversité. Alors, on va le répéter encore et encore. Les moustiques, il y a des prédateurs de moustiques. On a des mares, mais on n'a pas beaucoup de moustiques. Par contre, maintenant, on a des grenouilles, on a plein d'araignées d'eau, le tonecte, on a plein de trucs maintenant qu'il n'y avait pas à l'origine. On a des vaches aussi. La première fois qu'on a fait la mare, on a eu des vaches qui sont venues boire, bien sûr. C'était le côté bien sympathique du truc. En fait, il faut laisser pousser les espèces pionnières. Parce qu'elles, elles vont aller très vite. Et donc, elles vont, voilà, si vous êtes en terrain sec, tout ça, elles vont vous faire de l'ombre très vite, vous protéger le terrain et faire des coupe-vents, faire de l'ombre pour ce que vous allez pouvoir planter à côté. Alors par exemple, vous avez les ronciers. Les ronciers, le roncier, c'est le précurseur de la forêt. C'est-à-dire qu'il commence en lisière de forêt et il va sur la plaine en fait, pour agrandir la forêt. Et quand vous regardez des ronciers dans la nature, vous allez voir que en fait, les arbres poussent dans le roncier. Parce qu'en fait, le roncier, ça protège, par exemple, du vent, des bestioles, comme le chevreuil qui va venir manger les écorces ou manger carrément les jeunes... Et comme les hommes. Et comme les hommes, on ne va pas marcher dans un roncier. Enfin, s'il y a quelqu'un qui marche dans un roncier, qu'il le mette en commentaire. Voilà, donc sous un roncier, vous avez de l'ombre, donc vous avez de la terre fraîche. Le roncier, ça pousse très vite, donc c'est des hormones de croissance qu'il y a dedans beaucoup. Et donc un arbre qui pousse dans un roncier, il est protégé en fait naturellement. Et donc c'est pour ça qu'il faut laisser les ronciers, parce que bien souvent quand on coupe des ronciers, en fait on coupe des arbres qui sont en train de pousser, mais parce qu'on ne les voit pas, parce que ça va peut-être mettre 2 ou 3 ans avant qu'il atteigne le sommet du roncier. Nous par exemple, on a laissé pas mal de ronciers sur le terrain. On en a coupé, mais on en a laissé pas mal. On a coupé surtout pour faire des passages, parce que quand on est arrivé, on n'a pas coupé de gros arbres quand on est arrivé par contre, et on a intégré la maison au terrain tel qu'il était en fait, afin d'éviter de couper des arbres et d'éviter de trop massacrer le terrain. Donc la maison, on a vu que là il n'y avait pas grand chose qui poussait, hein, clairement, là c'était la prairie, donc on l'a mis là, voilà. On n'a pas cherché à comprendre. Et les ronciers, voilà, là on a des chênes qui ont poussé dans les ronciers, il y a des alisiers qui ont poussé dans les ronciers, et du coup en suivant ce mode-là, comme vous le voyez maintenant en vidéo grâce à la technologie, vous voyez là il y a on a planté des petits arbres
dans une coque du roncier. Voilà, on fait donc, comme ici il fait chaud, alors ça serait peut-être différent par exemple si on monte plus au nord, mais nous comme il fait très chaud, l'été, nous on préfère protéger les arbres, surtout les jeunes arbres, ils sont sensibles aux gros coups de chaleur et au plein soleil. Donc en fait on fait une espèce d'alcôve au nord d'un roncier, et là on y plante un arbuste ou même un petit arbuste qui vient de semis, quoi. Et là, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait aussi une expérience, parce que tu avais vu la conférence TEDx Ouais, d'un Indien. on ne s'en rappelle jamais le nom, qui plante tous les mètres. Voilà, il dit il faut planter, lui ce qu'il dit c'est qu'il faut planter tous les mètres des arbres, et en fait, parce qu'en fait ils vont se protéger l'un l'autre au niveau de, Il va faire de l'ombre. du vent, au niveau de l'ombre, et du coup ils vont pousser beaucoup plus vite. Alors après, quitte à en enlever bien sûr après, si vous voulez plus de telle ou telle sorte. Quoi. Après, il y a une autre chose aussi de laisser pousser les petits arbres qui sont sur le terrain, c'est que à la longue, quand vous allez devoir, parce qu'à un moment donné, ils vont vous gêner pour la production de fruits ou de légumes ou quoi ou qu'est-ce, vous allez pouvoir les couper. Donc ça vous fait aussi du bois. Voilà, et ça vous fait une biomasse pour faire du paillage, pour Voilà. faire du BRF. Donc en fait, tout est utile. tout est intéressant dans ce qui pousse de façon naturelle et sauvage. Donc nous, comme vous voyez, on a tondu les allées. Ce qui fait que c'est un petit labyrinthe, parce qu'on a laissé des îlots, parce qu'on a aussi des églantiers, des gratte-culs. Il y a aussi donc l'églantier, Le gratte-cul. Le fruit, le qu'on gratte-cul. appelle le gratte-cul, c'est un rosier sauvage. Alors c'est pareil, ça fait des... Magnifique. Si on le laisse pousser, qu'on le taille un peu tous les ans, ça va vous faire un buisson très fourni. Et donc qui va monter, ça peut monter jusqu'à 3 mètres de haut. Et du coup ici, nous, comme on n'a pas beaucoup d'eau, et qu'on a du vent, on cherchait des essences pour couper le vent, et en fait on n'a rien trouvé qui pousse vite et qui fait coupe-vent avec un endroit où il y a très peu d'eau, quoi. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est le roncier ou l'églantier. Ça va vous faire des buissons en 2 ans qui sont à 2 mètres de haut, et du coup, par rapport au vent dominant, vous plantez d'un côté ou de l'autre. Et pour en revenir aux églantiers, donc aux rosiers sauvages, alors là vous pouvez voir que bien, tu as adapté la technologie. C'est magnifique au printemps, ça se couvre de roses, de fleurs. Fleurs. Alors ça dure pas longtemps, mais par contre c'est une explosion en fait. Vous avez des milliers de fleurs en même temps. Mais par contre, selon l'églantier ou l'autre, des fois il y en a qui viennent plus vite. Donc vous avez toujours une partie du terrain où il peut y avoir de ces petites fleurs, et des fois elles sont roses, des fois elles sont blanches. Voilà. Les blanches, nous, elles arrivent plus tard. Et on a les roses avant. On a des roses pâles, et il existe aussi des variétés qui sont roses bonbons, c'est vraiment magnifique. Mais nous, on n'en a pas ici. Donc pour garder l'eau au niveau des arbres, nous avons donc fait des baissières. Bravo! Nous avons fait des baissières. Enfin, Eric a fait des baissières, parce que moi j'avais autre chose à faire. Et donc du coup, les baissières, il a creusé un trou en amont de l'arbre, c'est-à-dire au nord de l'arbre, de manière à pouvoir récupérer cette terre, étant donné qu'on a peu de profondeur de terre, de la remettre sur l'arbre, ce qui fait qu'il arrive à une bonne épaisseur de terre. Et derrière, comme c'est un trou, ça fait un captage pour l'eau. Donc il y a plus de surface qui reçoit l'eau. En fait, et ça dirige directement vers les racines. Parce qu'avec le paillage, nous, ce qu'on s'est aperçu, en tout cas avec notre terre, c'est que le paillage buvait tout, et la terre après c'était du béton. Donc même pour gratter, on a eu du mal. En faisant la baissière et le système que tu as fait là, du coup, l'eau s'infiltre quasiment directement au niveau des racines. Et donc en fait, on arrose maintenant que la baissière. On arrose et que du la coup, ça évite de faire de la battance sur la terre, et du coup qu'elle se colmate, et du coup qu'elle soit mal oxygénée. Et en plus, ça rentre, donc quand vous arrosez à la baissière, ça va rentrer doucement dans la terre par capillarité. Donc il n'y a pas de choc thermique, et ça va ça va pas tasser le sol, voilà. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, et il a rajouté des tuiles aussi, Eric, pour augmenter la surface de pluviométrie. Voilà, donc en amont encore de la baissière, comme nous on avait récupéré des tuiles gratuitement tout à l'eau, et du coup on a mis les tuiles à l'envers, donc ça fait comme plein de petites gouttières côte à côte. Et du coup, quand il pleut, en fait, on a la surface de captage des tuiles plus la surface de captage de la baissière. Et ça fait, par rapport à la zone où est planté l'arbre, ça fait à peu près le double de captage. Donc ce qui fait qu'on double en fait la pluviométrie au niveau de l'arbre. Alors c'est important les premières années. Après, normalement, un arbre, une fois qu'il est installé, il se débrouille tout seul. Mais les premières années, pour les fruitiers, c'est important
Sachant que nous, les 2 premières années, on a planté les arbres et ensuite on a dû faire la maison. Donc les mares ont servi beaucoup pour les fondations de la maison. C'est servi de l'eau des mares, enfin de l'eau de pluie du coup, pour couler les fondations de la maison. Et donc du coup, il nous a manqué de l'eau. Donc les arbres se sont débrouillés. On les a arrosés de manière à juste à ce qu'ils puissent survivre, mais pas arrosés comme il faut. Et cette année, en tout cas, on estime, on n'a pas vraiment vu de fruits. On a dû manger une cerise. Mais après, il y a le vent qui nous fait tomber aussi tous les fruits. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais du coup, les arbres, quelque part, j'ai envie de dire, c'est des warriors. Ils ont eu 2 ans de canicule. Après, il y a des branches qui ont séché ou quoi. Mais sinon, la branche sèche parce qu'elle manque d'eau. Donc elle perd ses feuilles pour éviter de mourir, en fait. C'est comme nous, en fait, le corps se régule. C'est-à-dire, au début, il va couper la circulation des membres quand il n'y a plus d'oxygène. Enfin, voilà, il va supprimer pour préserver les fonctions vitales. Ben, l'arbre fait pareil. Wow, oh, la philosophie, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est exactement ça, en plus. Et donc, pour la première fois, cette année, ben, on voit que les branches commencent à s'étendre et à pousser. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur le bon chemin et que les arbres, ils commencent vraiment à pouvoir s'enraciner sérieusement. Ouais, on a fait ensuite autre chose pour garder l'eau dans le terrain. Tu as fait des courbes de niveau. Ah oui, alors là, j'ai attaqué cette année donc la technique des baissières à courbe de niveau. Donc en fait, il faut utiliser par exemple un niveau laser et en fait vous repérez, donc vous suivez une courbe de niveau avec le niveau laser et donc vous commencez à creuser, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et donc là pour l'instant elles sont tracées, mais comme j'ai fait ça au printemps, c'était un peu tard, je vais les finir à l'automne, parce que là c'est pas maintenant qu'on va récupérer le plus d'eau, donc c'était pas très intéressant, mais au moins les tracés sont faits. Et donc le but c'est d'en faire à peu près tous les 5 mètres partout sur le terrain, en remontant, donc tous les 5 mètres, pour que l'eau s'infiltre bien dans le sol quand justement il y a des grosses pluies, ou quand vraiment il y a des orages ou des choses comme ça. Là du coup vous allez garder au maximum l'eau sur votre terrain. Donc voilà, et au niveau du potager, ce qu'on a mis en place au niveau du potager sur terrain en pente, avec toutes les galères possibles et inimaginables. Donc nous avons fait des bacs, et sur le même principe que la baissière au niveau des arbres, en amont, enfin au nord du coup des bacs, on a récupéré la terre, ce qui fait qu'on l'a mise dans les bacs. Et du coup, en même temps, ça fait une surface aussi de pluviométrie qui peut tomber un peu plus. Là, c'est léger parce que j'étais un peu naze pour le faire. Par endroits, c'est plus profond. Mais voilà, le principe, on a essayé ça cette année. Parce que généralement, on plantait un peu sans forcément faire gaffe les premières années. Cette année, on a dit on va se dédier un tout petit peu au potager. Parce qu'il faut mieux commencer petit, étant donné que nous, on a voulu tout faire en même temps. Et honnêtement, tout faire en même temps revient à ne rien faire. Parce que... on n'avançait pas forcément sur la maison, on n'avançait pas forcément sur le verger, on n'avançait pas forcément sur le potager. Donc si on a un conseil à vous donner, c'est concentrez-vous un truc à la fois. Donc pour revenir à la non-tonte, on est parti à peu près 6 mois du terrain. On n'a rien touché sur le terrain pendant 6 mois. Quand on est revenu, parce que quand on marche, il faut savoir qu'aussi on modifie le sol quand on marche sur un sol. C'est pour ça l'importance de faire des allées. Parce que même si vous avez des gens, ils auront tendance à marcher là où c'est tendu que là où c'est pas tendu. Du coup, tous les petits arbres, tous les petits trucs que vous avez plantés, elle est bonne la framboise, auront tendance à rester. Alors que si vous laissez un peu en fouillis de partout, le problème c'est que les gens vont marcher de partout aussi. Donc voilà, il faut faire l'importance des allées, c'est par rapport à ça. Et en plus, voilà, la non-tonte, donc pour y revenir, la biodiversité s'est développée, quoi. On n'avait rien, on n'avait rien clairement. La première année, on voyait que de l'herbe, des graminées en fait, et déjà la deuxième année, il y avait peut-être, je sais pas, peut-être une vingtaine d'espèces dans ce qu'on appelle normalement un champ, quoi. Donc, enfin, en tout cas dans les allées. Dans les allées, c'était vraiment, ça s'était multiplié. En même pas un an. La végétation. Et là, on a vu en 2 ans, c'est encore pire. Il y a vraiment de toutes sortes de plantes. Et maintenant, ça se débrouille tout seul en plus. Ça, c'est bien. Et pourquoi c'est important de multiplier les espèces végétales? Parce qu'en fait, dans l'étude des plantes bioindicatrices des sols, ce qu'on vous explique aussi, c'est que les plantes n'apparaissent pas pour rien. Les plantes, elles vont apparaître
en fonction des conditions du sol, en fonction de conditions climatiques, en fonction de conditions hydriques. Et elles sont là, on s'aperçoit en fait quand on étudie les plantes biodégradatrices, qu'elles sont là pour rééquilibrer votre sol. Donc en fait, plus vous allez laisser tranquille la nature, plus la terre va se régénérer toute seule grâce au végétal. Donc voilà, c'est encore une fois, on en parle aussi beaucoup en permaculture, c'est le non-faire en fait. Et l'humain, il a tendance il arrive sur un espace naturel, il a tendance à vouloir raser, couper, et donc le plus dur, c'est d'arriver à se retenir. Non mais c'est ça, et en même temps, si on se dégage une zone humaine, j'ai envie de dire, ben, c'est plus agréable après de faire le tour et de voir tout ce qui y pousse. Bien sûr, donc il faut faire une zone, on va dire, humain, et laisser le reste de la zone à la nature. Donc vous faites les allées, vous faites une zone sympa, par exemple pour manger l'été, pour vous faire un coin à l'ombre, et puis après vous ne faites que des allées. Et là le végétal va vraiment s'exprimer et s'équilibrer très rapidement et aggrader votre sol. Ah oui, parce que nous c'était vraiment, là où on est, vous voyez c'est un peu vert en principe, il n'y avait rien hein, quand on est arrivé. Hein. Bah là par exemple on est sur une zone où c'est que du trèfle cette année. Alors oui, les arbres peuvent à un moment donné se faire de la concurrence, donc s'ils se font de la concurrence, bien sûr on ne va pas couper le fruitier, on va couper celui qui rentre en concurrence directe. Donc en fait c'est ça, vous laissez pousser le sauvage qui va vous faire de l'ombre au sol, vous couper du vent, ainsi de suite. Et donc quand vos arbres à vous que vous avez plantés, ceux que vous voulez utiliser pour l'alimentation, une fois qu'eux ils sont bien enracinés, vous pouvez commencer à couper les autres. Et du coup, ça vous sert, par exemple, en premier lieu de paillage, en BRF ou directement comme ça. Donc vous avez de la matière à portée de main et donc vous avez gagné énormément de dépenses en énergie. Vous en tout cas. Vous, oui, voilà. Alors c'est un travail. Faut pas. C'est pas parce qu'on laisse pousser que c'est pas un travail. Parce qu'au contraire, on laisse pousser, mais il faut qu'on surveille aussi. Si ça empiète pas. Parce que, et en plus en ce moment avec le temps qu'on a, un coup soleil, un coup pluie, un coup soleil, un coup pluie, on a l'impression qu'on passe notre vie à tondre alors qu'on n'avait pas signé pour ça au début. Hein. Mais bon, il faut toujours que ces allées soient un peu indiquées, donc on essaye de tondre les allées régulièrement. Mais là en ce moment on en a un peu marre de la tondeuse. Cette année c'est vraiment particulier, c'est une année d'alternance et on a eu plus de pluviométrie que les autres années. Donc, et puis il y a la chaleur qui arrive en même temps, donc forcément... on a conjonction, c'est ce que je dis souvent, c'est Eric Escocher qui disait, il faut une conjonction de chaleur et d'humidité pour que ça pousse. Et justement, c'est ce qu'on n'a pas par exemple en zone méditerranéenne. Et bon, nous, on est un peu après cette zone-là, donc on est un peu en limite. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir des années très sèches l'été, quoi. Mais voilà, en développant le végétal, en créant des conditions, des microclimats en fait sur votre terrain, vous pouvez toujours créer des microclimats. Voilà, en utilisant l'ombre, en utilisant les coupe-vents, en conservant de l'eau, vous allez pouvoir réussir à créer les microclimats, on va dire, idéaux, c'est-à-dire conjonction de chaleur et d'humidité. Bon voilà, on a fait le tour, donc j'espère qu'on sera un peu compréhensible. Enfin, tu dis ça pour toi? Ouais, mais on est un peu parti dans tous les sens quand même. Autant comme le jardin en fait. Voilà, donc mais on avait vraiment à cœur de vous faire une vidéo un peu en extérieur et de nous montrer, de vous montrer notre terrain. Voilà, donc sachant, pour rappel, on a 4300 mètres carrés. Les 4300 mètres carrés, je le redis, même si ça n'a aucun rapport, sont constructibles. Voilà, comme ça fait toujours un petit rappel, ça évite qu'on se répète. À bientôt sur la cabane autonome. Laissez pousser. Laissez pousser, ouais.